Bien, bonjour à tous, je suis Pascal Ludigol, je suis responsable France de WatchGuard Technologies et en 40 minutes, qui est un challenge, on va essayer de comprendre le MDR, on va rigoler un peu. Managed Detection and Response, et avant que je commence, qui connaît déjà le MDR? Ok, eh ben c'est pas gagné. Toi tu mens là-bas, je te connais. Ok, on va faire un petit tour d'horizon avant, regarder la cyber, même si vous avez vu la présentation d'avant, probablement vous en avez mangé plein des vilains pirates. Mais il y a quand même des choses à repositionner pour essayer de comprendre ce qui nous a amené, ce qui a amené le marché à sortir des technologies comme le MDR. Donc on va essayer de comprendre ce qui nous y a amené et ensuite comprendre comment ça marche et ce qu'il y a vraiment derrière, parce qu'au final, il y a pas mal de fausses idées qui peuvent être derrière cette terminologie. Donc je ne vais pas essayer de vous convaincre que les pirates attaquent de plus en plus. Les pirates attaquent de plus en plus, c'est une réalité. Ici, c'est le rapport de l'ANSSI 2023. Donc ça continue de grimper et puis Scoop, ça ne va pas s'arrêter, ça va continuer. Dans ceux qui attaquent, vous retrouvez différents cybergroupes. Pour ceux qui sont connus, donc vous avez sans doute suivi les péripéties de Lockbit sur les derniers mois. On va reparler juste après, mais c'est un groupe parmi tant d'autres. Et en fait, vous tapez dans un arbre, vous en avez 10 qui arrivent. Dans tous les cas, effectivement, Lockbit, c'était un des plus actifs. Donc on pourrait se dire, youpi, on les a arrêtés, on a fait tomber l'infrastructure, on a stoppé des wallets de crypto, on a dévoilé le nom de la personne. J'ai même un collègue américain qui m'a dit il va être obligé de vivre avec ses millions en Russie. Moi, j'aimerais pas faire ça. Je dis, moi, j'aimerais bien vivre avec mes millions en Russie, je dois vous avouer. Je ne suis pas sûr que ça le gêne tellement, en fait. Mais au final, c'est pas ça qui est important, c'est qu'ils ont juste continué à attaquer. Et que c'est bien de tomber l'infrastructure, c'est bien de leur mettre des bâtons dans les roues, mais tant qu'on ne le prend pas lui ou eux, parce qu'en général, c'est quand même des groupes où il y a quand même pas mal de personnes. Hein. Certains cybergangs, c'est des centaines de personnes qui opèrent. Tant qu'on ne tue pas la tête, il va continuer, parce que comme je dis toujours, en général, vous ne faites pas d'un pirate, il ne va pas devenir boulanger. Hein. C'est pas ça, a priori, ce n'est pas sa compétence. Donc il continue, oui, ça lui a fait mal, lui, il a moins d'affiliés, mais au final, il va en récupérer, et puis il va continuer. Et puis, quand bien même ce n'est pas lui qui continue, ça sera quelqu'un d'autre. Donc, c'est très bien que ce genre de choses arrive, c'est la justice, c'est la police, ils font leur boulot. Mais surtout, ce que je veux en dire, c'est que n'espérez pas que ça fasse baisser les ransomware, les attaques chez les entreprises, etc. Ce n'est pas le cas. La répartition des victimes, si on regarde toujours ce panorama de l'ANSSI, elle est assez impressionnante. Vous voyez qu'il y a beaucoup de vert. Le vert est réparti entre les TPE, PME, ETI et les collectivités locales. Donc grosso modo, ce qui se fait attaquer beaucoup, c'est la PME. Ce qui n'est pas complètement illogique, parce que c'est ceux qui se protègent moins, qui ont moins de compétences et qui ont moins de budget. Ça fait... Ils sont prestataires des gros. Et ils sont prestataires des grosses... oui, mais ça, j'aime pas le dire. Ça, c'est ma phrase la pire. Pourquoi c'est ma phrase la pire? Merci. Ça tombe bien, c'est l'occasion d'en parler. Ça veut dire quoi quand on répète ça? Ça veut dire que pour une PME, elle entend ça, c'est pas elle qui visait. C'est les gros qui sont visés. Mais c'est pas le débat. C'est pas le débat. Les petits, ils sont pas visés parce qu'ils sont prestataires des gros. Ils sont pas visés tout court. En fait, les attaques sont opportunistes. C'est des grands filets de pêche qui sont lancés par les pirates et on va récupérer des gens qui sont faibles en sécurité parce qu'ils n'ont pas les budgets, parce qu'ils n'ont pas les compétences, parce qu'ils se sont dit moi je me suis jamais fait attaquer, pourquoi je me ferai attaquer maintenant? Et ainsi de suite. Donc cet effet de rebond des petits vers les gros, en fait, faut pas le dire. Et de toute façon, j'ai rien à cacher, mais j'ai tout à vendre, par contre. Donc voilà, on est dans ce schéma-là en France en particulier, parce que dans d'autres pays c'est différent, mais en France c'est comme ça. Et c'est aussi ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne l'ai pas mis en slide, mais je trouve que c'est une statistique qui est intéressante, l'efficacité d'un antivirus aujourd'hui, en France, particulièrement en France, c'est entre 10 et 15%, à peu près.
parce que le reste, c'est de l'attaque zero day, et que sur de l'attaque zero day, des antivirus n'ont à peu près aucun effet. Donc pourquoi le MDR? Parce qu'au final, j'ai mis un pare-feu après toutes ces années, enfin pour ceux qui en ont mis un, on connaît encore des clients qui n'en ont pas mis. J'ai mis un antivirus, j'ai mis un EDR, parce qu'on m'a dit que l'antivirus c'était pas assez, et puis maintenant, même pour certains, j'ai mis de l'XDR, de la corrélation entre différentes briques de mon réseau pour avoir encore mieux. Et malgré tout ça, aujourd'hui, on me dit « ouais, mais t'as pas de MDR ». Donc au bout d'un moment, ça commence à faire long. Ça, c'est des années d'évolution technologique. Il faut bien se dire qu'en parallèle de ça, le pirate, il a les mêmes évolutions en plus rapide. Et c'est pour ça qu'on doit sortir ces évolutions-là. C'est parce que s'il n'y avait pas de pirate, il n'y aurait pas de problème. Mais vu que le pirate, il avance, il continue, il rajoute des choses, ce genre de technologies sont nécessaires, mais pas suffisantes. Et on est d'accord que ce qu'on a là, il y a encore plein de clients qui n'ont même pas ça. Hein. Je ne me leurre pas. Donc ce qu'on voit, c'est une accélération de la sophistication. La sophistication, il y a toujours eu, mais là, il y a vraiment une accélération récente. Et ce qu'on voit aussi, et c'est encore dans le rapport de l'ANSSI, décidément l'ANSSI est clairvoyante, c'est le recours croissant aux outils qu'on appelle Living off the Land. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est? Non. Non. Personne? C'est pas ce qui utilise les process de l'operating system pour Je vois ce que vous voulez dire, mais c'est pas tout à fait ça. C'est juste que les pirates, en fait, ils utilisent les outils qu'ils trouvent sur le réseau. Les outils sont là, ça va être ah bah tiens, il y a du TeamViewer, ah bah tiens, il y a du PowerShell, ah bah tiens, il y a des outils Windows ou autres, ou des outils installés par le client, et ils vont les détourner pour faire de l'attaque. Sauf que savoir si on utilise un PowerShell à bon escient ou à mauvais escient, ça devient compliqué pour de la technologie. C'est un peu comme, j'aime bien prendre l'exemple, c'est un peu comme le nucléaire. On peut faire des bombes, on peut faire de l'énergie avec. À la base, c'est la même techno. Là, c'est pareil. Les attaques Living off the Land, c'est sur le réseau, les outils sont là, et le pirate, il va réussir à en faire des choses. Alors, c'est un des vecteurs, c'est pas le seul, mais vous allez voir que c'est celui qui rend la vie la plus compliquée en fait aux outils, aux technologies de détection. C'est ce que je disais, un TeamViewer déployé chez le client, des outils de scripting, tout ce qui est Windows. Donc c'est les attaques Living off the Land. C'est très très dur à prononcer, vous ne vous rendez pas compte, c'est compliqué. C'est aussi dur à prononcer qu'à bloquer. Donc les pirates ont avancé là-dessus. Ils ont avancé aussi sur autre chose. Chaque minute compte. À votre avis, quel est le temps moyen aujourd'hui pour chiffrer 100 000 fichiers? Oui, on peut dire que ça dépend, mais un chiffrement de ransomware. En 2022, c'était ça. En moyenne, 42 minutes. Mais il y a des ransomware qui sont meilleurs que d'autres. Et d'ailleurs, on ne s'étonne pas que Lockbit soit le ransomware qui marchait le mieux jusqu'à aujourd'hui. C'est aussi celui qui chiffrait le plus rapidement. Donc 5 minutes pour chiffrer 100 000 fichiers. 5 minutes pour chiffrer 100 000 fichiers, bien entendu, chez un client, il peut y avoir plus que 100 000 fichiers. C'est pour vous donner une petite idée de la monstruosité de la puissance de calcul qu'on a maintenant chez des clients lambda. Sauf qu'en moyenne, le temps de détonation, c'est de 3 à 5 jours. Le temps de détonation, c'est le temps où le pirate est rentré, il va se propager sur le réseau, il va poser ses pions, il va faire ce qu'il a à faire. Et au bout de 3 à 5 jours, il va déclencher le ransomware ou faire de la fuite de données ou extraire ce qu'il veut. Quand c'est du ransomware. Quand c'est du ransomware. C'est pour ça que je parle aussi de fuite de données, parce que c'est ce qu'on voit aussi beaucoup en ce moment. Il n'y a plus que des ransomware. Non, parce que quand c'est pas du ransomware, du coup, les 5 jours, ça prend beaucoup plus. Ah oui. Des mois et des mois. Ah mais on voit des pirates rester des centaines et des centaines de jours sur un réseau, bien entendu. Mais un pirate qui veut rentrer et lancer la détonation, en général, il met entre ça. Sachant qu'en plus de ça, il y a un autre marché parallèle, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vendent l'accès initial et ensuite des gens qui achètent cet accès initial et qui vont s'en servir que bien plus tard. Donc effectivement, les pirates peuvent rester très longtemps. Mais
Ça, c'est le temps moyen du pire des cas. Mais même dans le pire des cas, en 3 à 5 jours pour lancer la détonation, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en tant que prestataire du client ou en tant que client, on a 3 à 5 jours pour repérer le pirate, le stopper et le dégager. Bah, je peux vous dire que c'est quand même pas bien long pour le virer. Déjà, il va falloir le repérer, et rien que ça peut prendre quelques jours, et après réagir. Donc en fait, c'est vraiment un contre-la-montre. Vous connaissez ce framework du Mitre? Il y a des gens qui se sont dit que ça serait quand même bien qu'on référence toutes les attaques, toutes les techniques d'attaque des pirates. Ou en tout cas des attaques, parce qu'il n'y a pas que des pirates qui attaquent. Et du coup, ils ont fait un framework dans lequel ils repèrent en référence toutes les attaques connues possibles, toutes les techniques. On classe ça dans l'ordre d'attaque en fait. C'est-à-dire que la première colonne, c'est la reconnaissance. On commence par de la reconnaissance. Et puis à la fin, c'est l'impact, c'est la détonation. Donc les 3 à 5 jours, c'est pour aller de la gauche jusqu'à la droite. Okay. Et du coup, le travail de repérage que j'expliquais juste avant, c'est imaginez que j'ai repéré une technique d'attaque qui est là. C'est bien, c'est super, on peut se dire youpi, j'ai gagné, j'ai repéré une attaque. Mais s'il est à cet endroit-là, ça veut dire qu'il est rentré et qu'il a fait d'autres choses ici, que je n'ai pas repéré. Donc le jeu, c'est de savoir par où il est rentré, de l'effacer de partout où il est rentré, de partout où il a réussi à prendre le contrôle, et puis de combler les brèches, parce que sinon, vous connaissez la règle, les mêmes causes générant les mêmes conséquences. Si vous laissez passer les mêmes techniques d'attaque que vous n'aviez pas repérées, elles vont se reproduire et un autre pirate rentrera. Donc en vrai, il y a tout ce jeu de défense dans une entreprise, c'est ça. C'est repérer la technique du pirate et ce qu'on n'a pas vu, surtout ce qu'on n'a pas vu. En fait, quand on a repéré quelque chose, on a tout juste commencé le boulot. C'est le reste qui est intéressant, c'est le reste qui est important. Alors comment on s'en protège de tout ça et de ce cheminement? Déjà, il y a la première des choses, la plus importante. Tiens, je n'ai pas mon texte. C'est censé être marqué cyberhygiène. Donc, la première chose, c'est la cyberhygiène. C'est vraiment la chose qui est cruciale et on va en reparler dans la définition du MDR parce que c'est une partie intégrante de la technologie MDR. Du MDR sans cyberhygiène, on ne sait pas faire. Les technologies, bien entendu. Ce dont on vous rabâche les oreilles forcément avec, c'est les IA. Pourquoi les IA? Et on n'a pas le choix, on est obligé de faire avec. Votre avis? Qu'est-ce que fait une IA mieux qu'un humain? Elle va pouvoir agréger les différents paramètres et les recombiner pour pouvoir ensuite les traiter et protéger davantage. Un humain peut agréger des paramètres et les recombiner. La rapidité? Avant tout, le volume de données. Une IA, c'est gérer des volumes de données qu'un humain ne sait pas gérer. Et des télémétries d'un exécutable, par exemple, aujourd'hui, si on veut récupérer le contexte, tous les paramètres liés à un seul exécutable, c'est à peu près 10 000 attributs. Donc imaginez, vous avez comme ça des milliers d'exécutables, donc vous comptez le nombre de télémétries, c'est juste colossal. Et en fait, il n'y a qu'une IA qui sait traiter ça aujourd'hui en termes de volume et la puissance de calcul associée à ce volume, effectivement. Mais tout ça, ça ne suffit plus. Il faut également la surveillance humaine. Parce que l'IA, à un moment donné, il y a un PowerShell, c'est cool, mais c'est un PowerShell utilisé bien ou pas bien? Comment elle sait, l'IA? Donc la surveillance humaine va être nécessaire. Une surveillance, oui, mais surtout, ce qui va définir le MDR, c'est avant tout une investigation permanente. C'est-à-dire que la surveillance, elle consisterait à dire j'ai une alerte, je réagis à l'alerte. On peut tous se mettre un alternant devant un écran et surveiller les alertes. C'est pas ça le MDR, c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Le MDR, c'est beaucoup plus que ça. C'est avant tout cette investigation permanente. On le comprend bien avec le framework du Mitre, où il faut aller en permanence regarder où sont les techniques d'attaque, repérer ces techniques d'attaque et ensuite investiguer. Mais ensuite, il faut comprendre que justement, une attaque de pirate, c'est une combinaison de plein de techniques. Mais comment on sait que telle ou telle combinaison, ça va être la marque d'un pirate? Ça, une IA, elle va avoir du mal à le faire. D'ailleurs, je vous ferai un petit slide rigolo, j'espère. Ou alors il sera raté, mais c'est pas grave. J'aurai essayé.
Et cette demande de surveillance, de toute manière, elle existe aujourd'hui dans les entreprises, parce que les entreprises qui ont pour beaucoup maintenant de l'EDR, ça veut dire qu'ils ont des consoles dans lesquelles il y a 3 tonnes de données, 3 tonnes d'alertes, 3 tonnes de choses. Ça devient fatigant de se retrouver derrière ces consoles. Et les entreprises qui sont passées à ça ont bien compris qu'il manque un truc. Il manque un truc pour qu'elle soit bien. Effectivement, avoir plein de données, si ce n'est pas pour l'exploiter, ça ne sert pas à grand-chose. On aura avancé pour reculer. Donc la demande, elle est là, les organisations l'ont réalisée. On estime que d'ici un petit peu plus d'un an, il y a 50% des organisations qui se seront équipées en MDR. Donc là, il y en a déjà beaucoup, selon comment on définit le MDR. Mais c'est un marché en pleine croissance aujourd'hui, et pour cause. C'est des chiffres de chez Wodka ou ça vient de ça? Alors nous, on fait 0 chiffre parce qu'on achète des chiffres à des gens qui font des analyses. Parce que sinon, moi, j'estimerais que l'année prochaine, 100% des clients voudront s'équiper, parce que je suis commercial. Donc ça n'aurait pas tellement de sens, en fait. C'est ce que je veux dire. Et ça, c'est la représentation mondiale ou c'est le... Mondial. Non, mondial. Vous avez une idée justement sur le secteur français? Alors, je pense qu'elle est moindre, parce qu'on a un taux de PME qui est plus important, et comme on a un taux de PME qui est plus important, on a des gens qui ne sont pas sensibilisés à la cyber, et qu'il faut évangéliser, il faut aller leur proposer, ce n'est pas eux qui vont faire la demande. Là, on parle bien de la demande. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les pirates attaquent beaucoup la France. C'est parce que la demande de cyber de la France, elle est généralement moins poussée que l'Allemagne, par exemple, où il y a beaucoup de TI avec des responsables informatiques qui sont sensibilisés sécu, qui, eux, ont un taux d'équipement cybersécurité beaucoup plus avancé que nous. C'est bien pour ça que les pirates ont bien compris qu'on était intéressant à attaquer. Alors, comment ça marche, cette surveillance et cette investigation? En fait, dans un service MDR, il vous faut, pour ceux qui connaissent des services MDR, c'est synthétisé, on ne rentre pas dans le détail aujourd'hui, mais grosso modo, vous avez 2 types de profils. Vous avez un premier profil qu'on appelle un analyste SOC, donc qui va gérer une alerte, qui va gérer un incident. Il va qualifier, il va traiter les événements de cybersécurité, il va faire des recommandations, ça on le verra, c'est une partie importante d'un service MDR. Et un service MDR qui ne génère pas de recommandations, honnêtement, ce n'est pas un service MDR, surtout ne prenez pas, ça n'a pas. C'est Ah oui, oui. Et le deuxième profil, ce sont les threat hunters. Et un threat hunter, c'est toujours délicat à définir. Est-ce que quelqu'un veut s'y risquer à me donner une définition de ce que c'est qu'un threat hunter? Si vous me dites un chasseur de menaces, on ne va pas le faire. Ex-hackers, un groupe de 10 personnes qui vont voir quelles sont les tendances, quels sont les groupes de hacking. Des créates, Pourquoi des ex-hackers? Parce que des gens lambda ne sont pas en mesure de faire ces genres de... Alors, je suis d'accord que ce ne sont pas des gens lambda, mais est-ce qu'on pourrait pas les définir comme des gens qui, s'ils n'avaient pas été threat hunters, seraient pirates? Sans dire qu'ils ont été ex ou quoi que ce soit. Parce qu'il y en a qui sont formés pour ça, qui n'ont jamais fait de piraterie en tant que telle, qui ont testé des outils qui sont tout aussi performants, mais ils n'ont jamais été pirates. Certes, quelqu'un qui a fait le métier s'y connaît aussi, mais pas que. Non, ça serait réducteur. Honnêtement, ça serait réducteur. On en a un petit paquet des threat hunters dans nos labs. Ils ne sont pas tous passés par la case pirate, heureusement. Ça, on aime le dire parce que voilà, on se dit le gars il était de l'autre côté, il est repassé du bon côté, mais il n'y a pas nécessairement besoin de faire ce passage-là pour être un bon threat hunter. Pour être un bon threat hunter, en fait, il faut se mettre à la place du pirate, oui, clairement. Parce que c'est ça leur métier, en fait. Ils se mettent à la place du pirate, ils essayent de réfléchir comme eux vont réfléchir, et d'imaginer ce qu'un pirate pourrait demain imaginer pour anticiper ce qu'on appelle un indicateur d'attaque. Je vais en parler juste après. Oui, c'est de la R&D, en quelque sorte. À mon niveau, le terme pirate, on a essayé de traduire le terme hacker en pirate en français. Alors moi, je n'utilise jamais le terme hacker. Non, mais oui. J'utilise le terme pirate. Oui, d'accord, mais pour moi, il a une mauvaise réputation, alors que justement, il est très réducteur par rapport à ce que certains pirates sont vraiment. Parce que l'esprit si on parle juste de l'esprit pirate attaque,
oui, néfaste, je peux le comprendre. Et si on va plus loin, justement, le threat hunter, c'est une personne qui a cet esprit-là, qui n'est pas forcément de façon malveillante dans certains cas, quand ils font partie d'entreprises, d'entités qui justement... Oui, mais dans ce cas-là, on a inversé les termes. Si j'utilise le terme pirate, c'est bien parce que c'est quelqu'un qui est du mauvais côté de la barrière. Si on parle d'un hacker, il peut être du bon côté ou du mauvais côté. C'est bien pour ça que quand je parle des pirates, c'est ceux qui attaquent et ceux qui attaquent les entreprises. C'est pour ça que je dis que justement en France, on utilise le terme pirate, mais souvent... Non, on n'utilise pas le terme pirate, on utilise le terme hacker malheureusement. Oui, mais des personnes, j'ai vu, parce que je dis ça parce que j'ai vu souvent qu'une personne a tendance à pouvoir traduire, pour pas utiliser le terme anglophone de hacker, utilise pirate, C'est peu. malheureusement, c'est pas forcément Assez peu. La bonne traduction de notre traduction. Ah, c'est pas la traduction du tout, Non, c'est ça, c'est pas la même signification. Mais moi je l'utilise, je sais pourquoi je l'utilise. Donc le threat hunter, il va investiguer, il va découvrir de nouvelles menaces et en fait il va enrichir les capacités du MDR. C'est vraiment sa fonction. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de threat hunter dans un service MDR, bah, on va détecter toujours les mêmes alertes. Toujours. Donc il va se passer quoi au bout d'un moment? Bah, le niveau de sécurité va baisser puisque les nouvelles alertes, les nouvelles idées des pirates seront pas faites suffisamment tôt. On les aura après quand il y a ce qu'on appelle les indicateurs de compromission, on va en parler juste après. Mais bien souvent, c'est déjà trop tard. Et on va en parler, si je ne suis pas trop bavard, juste après. Leur terrain de jeu aux analystes SOC et aux threat hunters, c'est un truc qu'on appelle le data lake. Le data lake, c'est toutes les données justement que les outils sur lesquels le MDR s'appuie vont être à disposition des analystes et des threat hunters. Donc c'est les télémétries, c'est les logs, c'est les contextes, tout ce qu'on a à disposition, c'est le data lake. Alors, je ne suis pas en train de présenter le SOC WatchGuard, je suis en train de parler de MDR en général. On ne fait pas de présentation produit ici. Si vous voulez une présentation du SOC WatchGuard, par contre, on vous accueille sur le stand bien volontiers. J'essaye de faire comprendre ce que c'est que le MDR de manière générale sans parler de WatchGuard, même si je suis de chez WatchGuard. Donc, à l'évidence, si je parle de MDR, c'est qu'on a un SOC, mais si vous voulez, on en parlera sur le stand, pas ici. OK. Alors, comme j'aime bien les métaphores, pour faire comprendre, leur terrain de jeu, c'est le data lake. Du coup, l'analyste SOC, on pourrait le voir un petit peu comme le pêcheur. Le mec qui est dans sa barque, il balance ses filets, il balance pas les cannes à pêche, mais les bouchons de la canne à pêche. Parce que sinon, il peut pas, enfin, c'est évident. Mais ce n'est pas lui qui va aller fouiller le data lake pour essayer de repérer des nouvelles choses que les pirates sont en train de faire. Et je dis bien les pirates. Le threat hunter, par rapport à ça, bah, c'est le plongeur. Lui, il va plonger dans le data lake, il va aller chercher, il va aller voir s'il ne repère pas des nouvelles choses, des nouveaux comportements, et ça va lui permettre de créer ce qu'on appelle des indicateurs d'attaque qui vont enrichir ce que les analystes SOC vont avoir après à disposition. Vous voyez le circuit entre l'analyste SOC et le threat hunter? Ce qui fait que trouver des analystes SOC, c'est relativement simple, encore que. Trouver des bons threat hunters, par contre, on se bataille. Je parle de vrai, de bon. Je voulais faire un petit aparté quand même sur IOI aussi, parce que j'en ai parlé, donc indicateur d'attaque, indicateur de compromission, parce que les gens mélangent un petit peu, mais ça permet de comprendre vraiment ce que font les spécialistes derrière dans le service MDR. Un indicateur d'attaque, c'est quelque chose de proactif. C'est ce que, justement, le threat hunter, il va imaginer une attaque. Il va se dire, tiens, si le gars il fait telle technique, on ne l'avait pas encore référencé, mais ça peut marcher, ça va faire une attaque. Je crée mon indicateur d'attaque, je le teste avec mon data lake pour voir si il y a déjà eu ce type d'attaque quelque part. Et après, si je l'avère, je vais le mettre à disposition des analystes SOC, et c'est des nouvelles choses qu'on va bloquer de manière proactive. L'indicateur de compromission, lui, c'est en réactif. C'est tel éditeur s'est fait pirater, il sait que ça venait de tel botnet avec tel IP, ça venait de tel pays, etc. Il va générer des indicateurs avec des adresses IP, avec de la géographie, avec tout ce qui peut identifier en fait, les attaques, les donner au service de SOC pour qu'ensuite on les rentre dans le système et pour qu'elles soient détectées avec toutes les données qui sont dans le data lake. Donc, bien entendu, les deux sont importants. Quand il y a un 3CX qui se fait pirater, on va avoir besoin de leur indicateur de compromission. Mais vous imaginez bien que du coup, les indicateurs de compromission qu'on a d'un 3CX quand ils sont piratés,
On ne les a que quand le piratage est avéré. Vous comprenez bien que pour certaines entreprises, c'est déjà trop tard, puisqu'il y a compromission. Donc c'est très important d'avoir aussi les indicateurs d'attaque, qui sont les hypothèses de travail. On pourrait imaginer des indicateurs d'attaque qui existaient avant les indicateurs de compromission sur l'attaque 3CX, par exemple. Du coup, les threat hunters, ils jouent vraiment sur ces deux choses-là. Ils cherchent les indicateurs d'attaque, ils cherchent aussi les indicateurs de compromission. Il faut être extrêmement réactif dès qu'il y a des nouveaux indicateurs de compromission. Mais clairement, ce qui va faire la qualité d'un service de MDR, c'est quand même ces indicateurs d'attaque et cette capacité qu'ont les threat hunters de le faire vivre, de le faire progresser et de trouver des attaques avant que les pirates ne tapent. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Non. Du coup, il faut bien comprendre que le threat hunter, en fait, ça c'est le slide qui part en live, pardon, je suis obligé, c'est un artiste. C'est un créatif. Il va devoir créer avant même que le pirate ait créé son attaque, ou en même temps, en tout cas. Et du coup, juste comme ça, pour rigoler, j'ai demandé à une intelligence artificielle de me créer une petite image d'un threat hunter qui est en train de créer ses indicateurs d'attaque. Et pour arriver à cette image-là, je l'ai donnée à une IA, j'ai dû m'y reprendre à une bonne 50aine de fois. Toutes les images qu'il m'avait fait avant ne me collaient pas. Et pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce qu'on pourrait se dire, une IA, elle peut faire threat hunter en fait, elle va chercher, elle va trouver. Mais en fait, une IA, elle n'est pas créative. Une IA, elle fait des choses qu'elle a déjà vues dans les données qu'on lui donne, elle essaye de reproduire un petit peu. Et vous voyez, le schéma qui est là, c'est des choses qu'on a vues, elles sont assemblées différemment, mais c'est des choses qu'on a vues. Ce machin-là, ça ressemble à des trucs. Je crois, hein. J'ai déjà vu des choses qui ressemblaient à ça dans des musées, mais il me semble. Donc comptez pas sur l'IA pour remplacer le job de threat hunter. C'est là où l'IA va avoir une limite. Est-ce que l'IA peut aider le threat hunter? Oui, clairement. Est-ce qu'elle peut le remplacer aujourd'hui? Non, absolument pas. Alors pourquoi je vous ai mis un texte à côté? Parce qu'au début je me suis planté, j'ai donné ça à une IA qui faisait du texte, pas une IA qui faisait de l'image. Mais j'ai trouvé le texte tellement fabuleux que je voulais laisser pour le plaisir de le lire. Donc, je ne sais pas si on donnera les présentations à la fin, mais voilà, ce texte a été écrit par une IA. Alors guidé par mes soins, mais voilà. Alors en coulisses, c'est un peu moins glamour. Je vous ai fait la description d'un data lake avec un artiste qui travaille, etc. Mais en vrai, c'est chiant, c'est super chiant. Le data lake, c'est de la donnée, c'est de la ligne d'exécution de process. Alors oui, ils ont des outils, comme vous pouvez voir, il y a des outils graphiques, mais c'est là-dessus qu'ils jouent. Et ce qui rend le profil de threat hunter encore plus compliqué à trouver, c'est que toute la journée, ils vont analyser ce genre de choses. Donc les process, ce qui s'est passé, quelle heure, les liens avec les autres process, ainsi de suite. Mais il n'y a que comme ça qu'on peut aujourd'hui. Alors il est aidé aussi parce qu'il y a un mapping MITRE. C'est-à-dire que le threat hunter, quand il fait des hypothèses, il fait des hypothèses d'IOA, il voit dans son data lake et il voit aussi où ça se positionne sur la matrice du MITRE. Ce qui va permettre d'aider les analystes SOC ensuite à donner les recommandations. Parce que si c'est juste une attaque sur de la reconnaissance, vous pouvez vous douter que la recommandation, ce n'est pas la même que si c'est une attaque d'escalade de privilèges. Donc tout ça, c'est des outils qui leur sont donnés. Ils ont des outils hyper puissants à disposition, heureusement, puisqu'ils ont tellement de données et que ce ne sont pas des IA qu'il faut qu'ils soient aidés. C'est aussi ce qui fait les bons services MDR, c'est que les threat hunters et les analystes SOC, ils ont des outils qui sont quand même extrêmement puissants, même s'ils sont un peu rebutants, ils sont puissants en termes d'analyse. Ça, pour vous donner une petite idée, c'est l'arbre de process de la vulnérabilité de 3CX. Je ne vais pas m'amuser à vous l'expliquer, mais vous en voyez un petit peu la complexité. Alors, on ne m'a dit pas par les produits, mais comme vous m'avez posé la question, typiquement quand 3CX a admis qu'ils avaient été piratés et qu'ils ont donc émis les indicateurs de compromission, il y avait quand même un certain nombre de services de MDR qui avaient levé les drapeaux en disant « Attention, 3CX, il se passe un truc, vous êtes piraté ».
Ils ont mis, je crois, 3 jours à admettre qu'ils ont vraiment été piratés. Mais pendant 3 jours, il y a un certain nombre de services de MDR qui bloquaient, et d'EDR aussi d'ailleurs, qui bloquaient l'attaque 3CX grâce justement aux soins des outils et des services de MDR. C'est tout ça en fait, l'apport d'un service de MDR. Ceux qui n'avaient pas ça, beaucoup ont été piratés au travers de 3CX. Donc au final, un service de MDR, vous allez avoir la partie monitoring. Donc vous doutez bien qu'un bon service de MDR, s'il est juste sur les heures ouvrées, ça n'a pas marché beaucoup. Donc un service MDR, ça doit tourner 24/7. Un pirate, il ne s'arrête pas la nuit. Et puis d'ailleurs, bien souvent, la nuit pour vous, ce n'est pas la nuit pour lui, parce qu'il n'est pas au même endroit. Vous savez quand est-ce que les pirates attaquent le plus? Mais précisément. Non, le vendredi soir. Enfin, quand ils attaquent la France, le vendredi soir. Parce que du coup, ça leur laisse tout le week-end pour taper en étant tranquille. Donc effectivement, le 24/7, c'est crucial. Détection des incidents, investigation sur l'incident, et ensuite contenir l'attaque. Parce que si on a trouvé quelque chose, c'est que l'attaque a démarré. Donc on va isoler des machines, il va falloir déclencher tout le processus de remédiation. Le processus de remédiation, il y a une partie qui est purement produit. On va demander à l'EDR de bloquer la machine, par exemple. Mais, rappelez-vous le mitre, ça veut aussi dire qu'il va falloir trouver d'où c'est rentré, trouver tout le fil, voir où ils se sont propagés ailleurs, et résoudre tout ce fil d'Ariane, en fait. Et ça, c'est pas rien à corriger. C'est pas juste, j'ai nettoyé la machine, je l'ai reformatée, ça y est, c'est fini. Hein. Ça n'existe plus. Donc ça, c'est le process classique, avec, comme vous voyez, un petit peu en décalé, ce que fait le threat hunter, qui est un peu l'électron libre, qui va venir améliorer ce service et découvrir de plus en plus de choses au fur et à mesure. Presque le plus important dans un service MDR, c'est ça, c'est la cyberhygiène. C'est-à-dire que tous les services MDR aujourd'hui qui existent, que ce soit des services d'éditeurs, de prestataires, d'opérateurs, même, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, même un Orange, j'ai quelqu'un d'Orange dans la salle, pardon, se reposent sur la cyberhygiène. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous voulez manager un pool d'entreprises et faire rentrer dans un service de MDR, déjà il va y avoir des prérequis. Alors, de question d'accepter de faire du MDR lorsque l'EDR est mal configuré, que le firewall c'est une passoire, etc. Donc, de toute manière, pour rentrer dans un tel service, on va demander un niveau minimum d'hygiène informatique. Et ensuite, ce que va apporter le MDR, c'est que justement avec les recommandations au fur et à mesure, ce niveau de cyberhygiène dans l'entreprise doit monter. On a vu une attaque à tel niveau, de telle technique du mitre. On sait que c'est passé par le firewall parce qu'il y avait une règle qui laissait rentrer alors qu'elle ne doit pas. On va combler. Et ça, on va le faire à chaque fois. Donc au fur et à mesure, on va combler des choses et donc le niveau de cyberhygiène de l'entreprise va monter. De manière purement... quel mot je vais utiliser? Rentabilité, on va dire ça comme ça. Un service de MDR ne peut fonctionner qu'avec ça. Parce qu'en fait, on va démarrer sur 10 clients qui prennent beaucoup de temps parce qu'ils n'ont pas une cyberhygiène de folie. Donc, on va avoir beaucoup d'alertes, beaucoup de choses à faire. Et puis, on va monter le niveau de cyberhygiène. Donc, on va avoir moins d'attaques. On va prendre 5 clients de plus. Et ainsi de suite. On va grossir comme ça et avec des gens où on a assaini la situation. Parce que sinon, tous ceux qui ont essayé de monter un service de MDR savent que c'est vite pas rentable en termes de temps. Il faut cette qualité de cyberhygiène, ce cercle vertueux qui va vraiment permettre de donner plus de temps au threat hunter sur ce temps de créativité, mais aussi empêcher plus d'attaques chez les clients. Ça, c'est vraiment crucial. Et bien entendu, le service de MDR, ce n'est pas juste des gens qui travaillent et qui disent rien. Vous allez avoir, quels que soient les services de MDR, là, vous avez des rapports WatchGuard, mais peu importe, c'est le cas chez tous. Vous allez avoir des rapports d'incidents, des rapports à la semaine, des rapports au mois, avec les recommandations qui vont avec, sur tout ce qui a été repéré pendant cette période-là.
Ça, c'est vraiment le fondamental du MDR, c'est la rétroaction sur voilà tout ce qu'on a vu, voilà comment on peut améliorer les choses. Faites-le. Ça sera mon dernier point. Les profils de threat hunter, pirates, hackers, peu importe, c'est des talents très très spécifiques. Donc clairement, si on doit en avoir chez tous les prestataires informatiques, il va falloir qu'on ouvre des écoles. Là, hein. Je ne vous le cache pas, il va falloir qu'on ouvre beaucoup d'écoles. C'est pas fait. Et pas que des écoles, parce qu'effectivement, il faut aussi une expérience, il faut aussi une appétence, il faut aussi une façon de penser. Donc les threat hunters, c'est des profils qui sont rares. Donc tout le monde ne peut pas faire un service MDR. Donc quand vous ne pouvez pas le faire, faites-le en partenariat avec quelqu'un qui le fait. En vrai, cette compétence de threat hunter, une fois qu'elle est externe, si la communication est bonne entre le threat hunter ou entre le service de MDR et vous, ça vous apporte tout ce qu'il faut en fait pour combler les trous de sécurité. Et surtout, n'oubliez pas, parce que ça, oui, je crois que c'était mon dernier slide, mais en fait, il m'en restait un qui était un peu, en plus, qui est le meilleur de la présentation, parce que le slide de la fin, c'est toujours le mieux. N'oubliez pas, personne n'est invulnérable. Je ne sais pas si vous avez suivi les infos, personne ne me l'a dit, donc j'imagine que vous n'avez pas suivi. Mais le Mitre s'est fait taper par des pirates chinois. Ils sont rentrés dans les labs, dans tout ce que le Mitre cherchait en termes de R&D sur des nouvelles attaques. Et ils monitoraient, ils étaient là depuis déjà pas mal de temps, et ils regardaient ce que le Mitre faisait. Donc vous imaginez bien que ça peut... Voilà. Et du coup, c'est la responsable du Mitre qui a fait une petite citation, alors je vous la traduis en français, hein, qui disait ça prouve bien que quelle que soit l'organisation, il faut toujours être vigilant, il faut toujours se remettre en question, il faut toujours adapter ses mesures de cybersécurité. Et le Mitre, ils sont tombés en plein dedans. En plein dedans. Donc je trouvais que ça concluait bien la présentation sur ce MDR en espérant de vous avoir fait comprendre comment ça fonctionne derrière.